Bonjour à tous. Cette deuxième table ronde a pour thème « Quel type de consommation pour plus de coopération et de justice ?» On va, au fur et à mesure que ce colloque avance, arriver de plus en plus vers une réflexion sur quel type de société, vers quel type de société on va, comment est-ce que l'ensemble des acteurs peuvent être impliqués, pas simplement les acteurs institutionnels, les entreprises, les collectivités locales, les politiques, mais aussi les consommateurs, les citoyens que nous sommes. Et on va commencer à le faire à travers cette table ronde dans laquelle nous allons accueillir Jean-Marie Bonnemère, qui est président du Conseil national des associations familiales et laïques. Daniel Dubreuil, qui est du groupe Rénovons. Myriam Maestroni, présidente de Économie d'énergie. Et Gérard Felzer, qui intervient en tant que consultant sur les questions d'énergie et de transport. Nous allons démarrer par des prises de parole de chacun des intervenants qui va expliquer en quoi consiste son activité et quelles sont les solutions qui sont apportées par les organisations qui représentent, parce qu'il y a des professionnels qui sont autour de la table. Ensuite, après chaque intervention, je vais relancer peut-être les invités sur quelques questions pour leur permettre d'approfondir. Et on va, si vous en êtes d'accord, faire participer la salle à cette réflexion commune qui sera initiée par les intervenants. On va essayer de se réserver suffisamment de temps pour que vous puissiez intervenir sur cette question-là. Je vais commencer par passer la parole à Daniel Dubreuil du groupe Rénovons, qui travaille sur la rénovation de l'habitat et notamment autour de son activité, la question des passoires énergétiques et de la rénovation des habitats anciens est cruciale. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que votre organisation et quelle est votre activité ? Merci, bonjour à toutes et à tous, merci de m'inviter. Moi je vais aussi beaucoup parler, donc pour répondre à des questions qui ont été posées, de politique publique et de ce qui nous faciliterait collectivement l'avenir en termes de prise de décision. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent aujourd'hui dans le débat public, notamment par exemple il y a un débat public sur la programmation pluriannuelle de l'énergie auquel je vous invite à prêter attention, parce que c'est quand même la première fois que on autorise les personnes qui habitent dans ce pays à avoir un accès au terme du débat. C'est donc un progrès. Avant de parler de l'initiative Rénovons, je voudrais juste replacer un tout petit peu la partie rénovation énergétique dans la transition écologique et sociale, puisque c'est comme ça que moi je vois les choses, que nous on voit les choses. En donnant quelques chiffres, mais en essayant d'aller un peu vite. Quelques chiffres d'état des lieux et ensuite quelques chiffres d'impact pour voir en réalité comment se positionne le logement, le bâtiment en général dans la vie des gens et dans la transition énergétique. Donc de la vie générale, et maintenant c'est admis puisque c'est repris dans tous les documents officiels, on a un parc de logements, donc de résidences privées principale d'environ 22 millions de logements, et dont on a 7,5 millions qui sont considérés comme des passoires énergétiques, c'est-à-dire des logements qui sont extrêmement peu performants énergétiquement ou thermiquement sur l'échelle de classement de la performance énergétique des logements. Et dont la moitié, c'est ça qui est important à nos yeux, sont occupés par des ménages modestes. Et on reviendra, j'essaierai de revenir sur pourquoi c'est très important et pourquoi c'est extrêmement pénalisant pour ces ménages-là et pour nous collectivement, cette situation. Donc ça, c'est pour l'état du parc. En ce qui concerne la précarité énergétique en France, donc là on est en plein, en gros, dans la partie humaniste de la transition énergétique. On a, selon l'ONPE, 12 millions de personnes, soit 20% de la population, qui sont touchées d'une manière ou d'une autre par des problématiques de précarité énergétique. Mais si on veut être un peu plus pertinent, il faut ramener le cœur de la précarité énergétique aux 2,6 millions de ménages très modestes, soit les 3 premiers déciles de revenus, qui habitent dans des passoires énergétiques. Donc le cœur de cible de ce que nous on pense que doit être l'action publique, ce que doit viser l'action publique, c'est ces 2,6 millions de ménages. Et on verra qu'en termes d'impact collectif, c'est très important.
Donc le niveau moyen de dépenses de ces ménages, c'est de 1 850 € par an pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, ce qui les écarte d'environ 600 € par an de la moyenne normale de personnes qui ont des revenus médians et qui habitent dans des logements moyens, soit D, en France. Je vais passer assez vite sur les impacts également. Le résidentiel et le tertiaire, le bâtiment donc résidentiel et tertiaire, c'est 45% de l'énergie finale utilisée en France, l'énergie finale, donc toute énergie, dont une très large part donc est dans le logement privé. Souvent, les deux postes sont associés, les deux bassins sont associés, résidentiel et tertiaire, certainement que d'autres pourront mieux distinguer en gros le poids relatif. Le seul poste qui augmente, selon les chiffres qu'on peut avoir, jusqu'en 2016, c'est le poste de chauffage. C'est-à-dire que sur les autres parties de consommation, on a de l'efficacité énergétique en action, mais sur le chauffage, on a quand même un problème, puisque on voit que c'est le seul poste qui augmente, sauf la consommation d'énergie spécifique, et ça c'est lié aux écrans, à la multiplication des écrans. Et on a donc 19%, si je reprends bien les chiffres de I4C, qu'agglomère I4C, dont je me base beaucoup sur leurs travaux, donc de Benoît Léguet qui était ici à la table précédemment, c'est 19% des émissions de GES. Donc quand même, en termes de secteur à adresser, c'est fondamental parce que le poids, que ce soit en énergie ou en émissions de gaz à effet de serre, est primordial, quasiment majoritaire pour l'énergie. Par ailleurs, sur les impacts de la précarité énergétique ou sur l'état du bâti, on a quand même des impacts qui sont extrêmement forts, notamment en termes de santé. J'essaierai de revenir pour les personnes qui habitent dans ces logements. En fait, ça a des implications en termes de dégradation de santé qui sont très forts et que nous, on a estimé dans une étude d'impact, juste pour les logements, pour les familles modestes qui habitent dans les passoires énergétiques, soit ces 2,6 millions de ménages, qui pourraient générer jusqu'à 800 millions d'euros d'économies par an pour le coût de système de santé. Et c'est une estimation basse, hein. C'est une estimation conservatrice, on va dire. Donc en termes de financement, on pourra y revenir tout à l'heure, on a déjà en gros des économies qui peuvent générer des financements. On verra que l'échelle de temps sur laquelle on place la politique publique, c'est très important. Et ça ne correspond pas forcément au temps politique de la décision politique actuelle. Par ailleurs, et pour terminer juste sur le cadre du bâtiment, le poids des attentes en termes d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique dans le bâtiment est extrêmement important dans les différents scénarios français qui cadrent ou qui sont programmatiques dans le domaine de la transition énergétique. Donc je fais référence à 3 cadres. La loi de transition énergétique et pour la croissance verte qui a été adoptée en août 2015, si ma mémoire est bonne. Le scénario programmation pluriannuelle de l'énergie qui est en discussion aujourd'hui pour la période future et le scénario national bas carbone qui va bientôt être rediscuté si je me trompe pas. Et donc en gros le poids relatif de ce qu'on attend en gros d'efficacité énergétique et d'économie générée dans le bâtiment dans ces 3 documents est extrêmement important. Et donc en gros on devrait avoir dès aujourd'hui des réponses appropriées et du niveau qui correspondent au niveau de projection et d'importance qu'on met dans ce secteur qui devrait être à l'œuvre dès aujourd'hui. Et ça peut faire partie des questions, c'est est-ce qu'aujourd'hui on a les réponses appropriées à l'ambition qu'on a pour le bâtiment dans la transition énergétique. Je vais très vite revenir sur la démarche et l'initiative Rénovons, une initiative pluriacteur qui emmène des associations comme la Fondation Abbé Pierre, le réseau Action Climat, le réseau pour la transition énergétique claire, la Fondation Schneider Electric, le groupe EFI, Isolons la Terre qui héberge des éléments de Saint-Gobain, Promotelec. Donc on est une initiative vraiment pluriacteur. Ce qu'on veut montrer, c'est que c'est vraiment une préoccupation partagée. Et on avait pour ambition en gros de faire émerger le terme de passoire énergétique et de précarité énergétique dans les débats présidentiels et que ça se traduise par l'adoption et la mise en œuvre d'un plan ambitieux de rénovation des passoires énergétiques. Vous êtes un interface, vous accompagnez les projets? En quoi ça consiste précisément? On solidarise les points de vue pour les proposer aux politiques de manière à les convaincre de passer à l'action en vue d'avoir une vraie ambition pour le bâtiment dans la transition énergétique, en leur montrant tous les impacts sociaux, environnementaux, sanitaires et en gros
le projet de société que ce serait d'investir pleinement ce sujet qui est quand même au cœur. Il faut rappeler quand même quelle est la place du logement dans la vie des gens. C'est vraiment le cœur de la vie des gens, en tout cas pour ceux qui bénéficient d'un logement. Quand vous parlez des acteurs publics, vous avez parlé tout à l'heure de l'État, mais le logement, ça se situe beaucoup au niveau des communes aussi. C'est l'ensemble de ces acteurs-là ? Alors absolument. Devant l'étendue en gros des besoins qu'il faudrait, il va être nécessaire de chaîner tous les acteurs. En tout cas, l'investissement et l'ambition de tous les acteurs. C'est pas que des acteurs publics, c'est des acteurs publics multiniveaux évidemment, de l'Union européenne, voire encore au-dessus, jusqu'aux décisionnaires municipaux. Mais également, si on reprend dans la société civile les différentes composantes, ça va des associations et des organisations, on va dire, militantes, jusqu'aux grands groupes industriels. Et c'est là où, en fait, la taille des besoins et, en gros, les objectifs à réaliser sont tels que c'est la collaboration de tous et la coopération de tous qui est nécessaire pour pouvoir continuer à rêver que, effectivement, on arrivera à adresser collectivement le problème. Dans le logement social, ce sont les politiques qui ont la main, qui prennent les décisions, mais il y a beaucoup aussi de logements privés qui n'est pas forcément du logement de luxe et qui a des besoins de rénovation probablement importants. Et comment ça se passe dans ce cas-là ? Alors justement, c'est que si on cherche à faire émerger le thème et donc les solutions, et y compris mettre en valeur tous les porteurs de solutions, notamment qui viennent du privé, c'est parce que justement il y a très peu de réponses. On n'a pas de filière de rénovation énergétique performante, voire de filière de rénovation énergétique où on a des prémices qui commencent à venir. Je laisserai les autres intervenants et intervenantes surtout le raconter. Par rapport à la filière de rénovation énergétique publique, en tout cas des logements publics. Pourquoi ? Parce qu'il y a des briques, notamment des briques de financement, qui ne sont pas disponibles pour le logement privé, mais qui sont mises à disposition par les pouvoirs publics. On a par exemple des mécanismes, alors là justement les spécialistes financiers sont partis, de prêts de haut de bilan qui sont mis à disposition par la Caisse des dépôts pour les grands acteurs, les grands opérateurs de logements sociaux. Et ça c'est très important parce que ça permet de lisser la dette sur un pas de temps d'environ 50 ans qui correspond au temps de vie des bâtiments. Ça permet des gestions patrimoniales beaucoup plus saines, où on peut envisager plus d'ambition par exemple. C'est un peu mis en difficulté actuellement par la réforme du financement du logement social, mais c'est un coussin de sécurité extrêmement important dont on ne bénéficie pas d'équivalent dans le logement privé. C'est un peu technique ce que je dis, mais ça permet de verticaliser une filière, et si elle veut cette filière, qui peut aller vers la qualité, c'est-à-dire aller éventuellement jusqu'à ce que Benoît Légué disait tout à l'heure, des émissions net zéro dans le bâtiment, y compris en cycle de vie, et là ça sera tout le propos de l'innovation d'ici à 2050. La réalité c'est pour ça qu'il faut continuer à faire pression sur les décideurs publics et leur proposer pression amicale, on va dire, leur proposer des solutions et des espaces à combler qui aujourd'hui sont défaillants et qui ne nous permettent pas en gros de réaliser le nombre suffisant de rénovations au niveau de performance suffisante, y compris pour les ménages les plus modestes. Vous avez dit, ensuite on passera la parole à Madame Maestroni, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des décisions qui se prennent et qui peuvent s'amortir ou se justifier sur une cinquantaine d'années, la durée de vie d'un bâtiment. D'où problème déjà qu'on sent tout de suite, il n'y a aucun politique aujourd'hui qui prend une décision qui vise à 50 ans. Voilà. Effectivement. Alors, je peux faire beaucoup de propositions. Il y a certaines questions auxquelles c'est pas à moi de répondre, ou ce serait plutôt à nous de répondre collectivement par une exigence collective. Et c'est bien, en gros, l'intention de l'initiative Rénovons, c'est de faire émerger en gros la nécessité de rénovation énergétique comme une préoccupation collective qui devienne un pilier de la transition écologique et sociale, qui soit exactement au même niveau que les exigences qu'on peut avoir sur l'augmentation de la qualité dans l'alimentation, dans l'augmentation de la qualité dans la mobilité, dans la qualité de l'air, et également qui suscite le même niveau d'intérêt, particulièrement chez les experts, quelle doit être la source de production d'énergie de notre futur. Parce qu'il y a quand même beaucoup de matières grises qui se consacrent à ces questions-là et qui en vérité sont qu'un petit pan en réalité de l'offre, de l'arc-en-ciel des solutions qui s'offrent à nous.
Yves Marignac disait tout à l'heure qu'il fallait beaucoup plus insister sur la partie sobriété, efficacité énergétique. Et là, il y a également de grands défis pour tous les ingénieurs et toute la matière grise disponible pour réinventer des solutions qui vont nous permettre de rendre efficace le couple production-efficacité. Actuellement, les moyens sont beaucoup trop consacrés sur la production et pas du tout assez consacrés sur l'amélioration des processus de demande ou de fabrication. Merci. On va passer la parole à Myriam Maestroni. Vous êtes présidente de Économie d'énergie. C'est une entreprise qui se développe pas seulement en France, puisque vous vous développez aussi à l'international. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la particularité de cette initiative-là ? Alors déjà, je commence jamais en général une intervention sans rappeler que je suis en phase de rédemption, parce que j'ai passé 20 ans de ma vie à vendre du pétrole et du gaz. Et mon dernier poste était directeur général de Primavera. De toute façon, avec Google, on sait tout ça aujourd'hui. Et pourquoi je partage ça ? Parce qu'à un moment donné, j'ai eu une prise de conscience, et ça a démarré en 2003. Et cette prise de conscience, elle est telle que vous me voyez être passé de dirigeante à start-upper et du pétrole et du gaz à une entreprise qui s'appelle Économie d'énergie. Alors pourquoi et quel a été le cheminement ? Parce que ça nous concerne tous dans cette prise de conscience. Et je suis très contente d'intervenir aujourd'hui dans un séminaire qui s'appelle Transition énergétique et humanisme, parce que dans humanisme, si je vous le traduis en langage harvardien, je vous parlerai de customer centricity, c'est-à-dire que nous sommes ici tous consommateurs et probablement éco-consommateurs et probablement éco-consommateurs producteurs, et je vous le prouve. Combien parmi vous déjà, à ce propos, pensent être éco-consommateurs producteurs ? Levez la main. Alors j'ai une minorité. Combien parmi vous vivent dans des maisons ou dans des appartements ? Levez la main. Combien parmi vous se sont levés ce matin en se disant « Tiens, si je faisais quelque chose pour économiser de l'énergie chez moi ?» Non, là, je pense qu'il y en a. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a toujours beaucoup de débats, beaucoup de théories, et on s'aperçoit qu'en fait, on est dans un monde, et ça c'est le nouveau paradigme éco-énergétique dans lequel on vit, où on peut certainement plus que ce que l'on croit. Et il est vrai que on parle de transition énergétique aujourd'hui. Finalement, la transition énergétique, je demande aux ingénieurs de me pardonner, je vais vous la rendre très simple. Premier sujet, c'est réduire les énergies fossiles, voire les éliminer. Au passage, j'ajouterai que nous sommes, ça a été souligné dans la table précédente, dans un pays où 70% de notre électricité est faite par du nucléaire. C'est le seul pays au monde, il y avait le Japon, il n'est plus là, pour en parler dans ces termes, et que nous en dépendons trop. Et ça fait 5 aujourd'hui, ça fait 5 quinquennats où on ramène au quinquennat suivant le fait de régler ce sujet-là. En soi, on peut considérer, je ne vais même pas rentrer dans le débat des pour et des contre le nucléaire, je m'en fiche à ce stade, je simplifie à nouveau. Par contre, il faut savoir que l'excès de nucléaire dans notre mix électrique est un grand handicap pour un des piliers de la transition énergétique que sont les énergies renouvelables, puisque par définition, elles ne peuvent pas se développer autant que dans des pays où il y en a moins. Deuxième, et évidemment, autour des énergies renouvelables, il y a tout un tas de sujets d'innovation, puisqu'on va parler du stockage, on va parler, quel qu'il soit, de l'hydrogène, des batteries. Et puis, il y a un deuxième sujet, tout ça sont des sujets d'experts, toujours. Il y a un deuxième sujet, vraiment, qui est le pilier central de la transition énergétique, c'est l'efficacité énergétique. Et c'est vrai en France, c'est vrai en Europe, c'est vrai aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'un logement sur 2 dans notre pays, et à nouveau, vous extrapolez mon propos, consomme de 6 à 9 fois plus d'énergie qu'un logement qui serait construit neuf et qui respecterait les normes aujourd'hui en vigueur, qui s'appellent en l'occurrence les réglementations thermiques 2012. Et comment je sais ça ? Et comment vous savez ça ? Parce que depuis 2006, ça fait 12 ans, on a sur tous les vitrines des agences immobilières, quand on loue, qu'on achète un appartement, une petite étiquette qui nous dit qu'on est en D, en A, B, C, D, E, F, G. Quand on est en G, on va consommer plus de 450 kWh par mètre carré par an. Quand on est en A, on va consommer moins de 50. Et aujourd'hui, on entend enfin ce fameux facteur 7, qui en langage clair et compris de nous tous, veut dire qu'il faut diviser par 7 les consommations de nos logements. Et c'est là où ma question prend toute sa pertinence, et c'est là où je nous associe
nous individus, à un effort collectif extrêmement important. Donc maintenant, combien parmi vous se sentent concernés par la transition énergétique? Levez la main. Directement concernés. Et vous êtes d'autant plus directement concernés que vos factures, c'est pas moi qui les paye, moi je paye les miennes, mais je vous paye chacun les vôtres. Hein. Alors vous allez me dire, une fois qu'on a dit ça, on a fait une prise de conscience. Et cette prise de conscience aujourd'hui, je ne parle même pas de l'argent à ce stade. Je regrette que nous ne l'ayons pas, que nous ne soyons pas beaucoup plus nombreux. Déjà, bravo à ceux qui se sont levés un samedi matin. Parce que, en réalité, le vrai sujet, c'est qu'on a su nous mettre dans nos cerveaux, ça a marqué l'inconscient collectif français. En France, on n'a pas de pétrole à les idées. Ben, je vous annonce qu'on n'a toujours pas de pétrole, mais on a beaucoup de maisons à rénover. Et ces décisions-là, c'est nous qui devons les prendre. Alors, bien sûr, quand on sait qu'il y a 15 millions de logements dans cette situation de rénovation et que quelque part, sur un certain nombre d'entre eux, un grand nombre, nous allons être les acteurs qui vont décider de faire ces rénovations, on va dire, bon, ben voilà, ça vaut peut-être la peine de sensibiliser, d'informer. Alors là, je vous ai convaincu que vous aviez peut-être des choses à faire et je vais, j'espère, vous convaincre de plus en plus. Vous avez beaucoup de choses à faire. En tout cas, à l'heure de décider sur les travaux, vous allez vous dire, ah, tiens, comment je fais pour réduire ma facture d'énergie? Alors, sachez que depuis 2-3 ans, maintenant, d'ailleurs, on vous le dit, il y a des pubs à la télé qui vous disent « Vous devriez changer de fournisseur d'énergie ». Ben voilà, depuis quelque temps, maintenant, il y a une déréglementation, il y a une concurrence sur le marché de l'énergie. Donc ça, c'est le premier pas qu'on peut faire, s'interroger sur notre facture. Est-ce qu'on est avec le bon fournisseur? Oui, non. Est-ce qu'il y a des fournisseurs qui vont me fournir en énergie verte? Il y a des gens aujourd'hui dans notre pays qui achètent, il y en a un certain nombre, de l'énergie 20% plus chère, je parle d'électricité en l'occurrence, que celle fournie par l'acteur historique, parce qu'ils ont envie d'avoir une fiabilité totale de traçabilité sur l'énergie verte. Ensuite, il y a la sobriété énergétique. Ben, je vais faire ça très simple, pardon. Hein. Si vous preniez des bains, vous passez à la douche, et si vous chantiez des chansons, vous raccourcissez. C'est un des gestes parmi les 200 qu'on peut imaginer faire sans investir. Deuxième, évidemment, au bout d'un moment, on a beau faire tous les efforts que l'on veut, si on a une maison casserole, pas isolée, et une chaudière qui a plus de 30 ans d'âge, on doit rénover. Et là, on va se poser des questions. Ben, par quoi je commence? Quels travaux je fais? Comment je les finance? À qui je m'adresse? Quel matériel j'installe? Et c'est à toutes ces questions que l'on doit répondre. Et je trouve que le débat aujourd'hui tourne un peu trop sur le comment je finance. Et il se trouve que sur le comment je finance, je vais sans doute vous choquer à nouveau, eh bien, les gens disent, on a fait des études là-dessus, eh bien voilà, si nous avions 20% d'un financement, c'est-à-dire en gros je dois faire des travaux pour 10 000 €, si on me donne 2 000 €, je passerai à l'acte. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a disponible beaucoup plus que ça, et dans certains cas, il y a des travaux gratuits dans notre pays. Le problème, c'est que ces financements sont très atomisés, ils passent par le public, ils passent par le privé, et donc c'est pas facile de se repérer dans cette jungle-là, à l'heure où il faut accélérer. Alors bien sûr, le digital aide énormément, parce que je vais peut-être vous dire 2 mots d'économie d'énergie maintenant. Économie d'énergie, je l'ai créée il y a 7 ans, nous étions 10, nous sommes aujourd'hui 200. Nous opérons au travers de 80 plateformes digitales, dont certaines sont très connues. Ces plateformes-là ont reçu 15 millions de visiteurs et nous avons accompagné sur les 7 dernières années 500 000 travaux de rénovation dans notre pays. Et l'objectif à 2020 est d'arriver à en accompagner 1 million, ce qui veut dire multiplier par 2 en 2 fois moins de temps l'effort. Alors sur vos plateformes, on trouve de l'information? Non, on trouve... avec les plateformes, on sensibilise, on informe, on convainc. Une fois qu'on a convaincu... On informe sur quoi? Sur les solutions? Par exemple, vous allez vous dire, quels travaux je fais? On va vous dire, voilà, vous avez droit dans une maison à faire, vous devez dans une maison faire une vingtaine de travaux qui vont avoir un impact direct qu'on a calculé sur les consommations d'énergie. Très bien. Par quoi je commence? Par quoi je commence, il va y avoir des urgences. Si je n'ai pas isolé, je vais peut-être commencer par isoler. Si ma chaudière est cassée, même si je n'ai pas isolé, à un moment ou à un autre, je vais quand même commencer par changer ma chaudière et isoler. Donc, on va avoir une priorisation. Ensuite, comment je finance? On va vous dire, vous avez droit à des éco-primes. Ces éco-primes, elles sont calculées, donc c'est un apport privé dans un cadre d'État.
comment ça marche. Depuis 2006, donc à nouveau 12 ans, on dit aux énergéticiens, on en a parlé tout à l'heure, les voyants absents de l'équation, mais pas du tout. On leur dit, vous devez aider vos clients à consommer moins. Si vous ne le faites pas, vous paierez une pénalité. Et on a mis un dispositif très sophistiqué dans notre pays, on est en pointe sur ce sujet, qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, qui finalement permet par énergéticienne de déterminer la quantité de travaux qu'ils vont devoir réaliser pour produire une certaine diminution de la consommation d'énergie. Et donc ces certificats, soit ils font rien, soit ils le payent à l'État. Donc ils préfèrent en général les payer aux particuliers. Donc on va trouver le montant de l'éco-prime. D'accord. Vous avez parlé d'accompagnement, c'est ça? Alors attendez, l'accompagnement c'est ça, c'est quels travaux je fais, par quoi je commence. Donc on va simuler pour voir l'impact en termes de consommation, d'impact en kilowattheure et en CO2, voire en euros. Et donc tout ça est possible grâce au digital. Jusque-là, c'était des ingénieurs ou des spécialistes qui devaient se déplacer chez vous. Aujourd'hui, le digital a énormément simplifié tout ça. On peut simuler. Deuxièmement, comment je finance? On va dire, vous avez droit à tel montant en éco-prime, vous avez droit à tel montant en CITE, donc qui est le crédit impôt transition énergétique, dont Nicolas Hulot, en début d'année, a dit et a expliqué qu'il arrivait un peu tard, puisqu'on le reçoit 1 an ou 1 an et demi plus tard, tant qu'on n'a pas le revenu à la source, puisqu'on le met dans notre déclaration d'impôt de l'année suivante. Et puis, éventuellement, vous êtes dans une région où il y a une troisième aide. Donc, c'est une mini-ingénierie financière où on va dire, si j'ai 10 000 euros de travaux, j'ai droit à ça, à 1 000, plus 500, plus 1 000, 2 500, reste à financer 7 500. Et là, on a les banques qui se sont mis en marche. Pas plus tard qu'il y a 3 mois, on a annoncé chez Économie d'énergie une signature avec la Banque Postale, mais c'est vrai avec la BNP. Donc, il y a des banques qui, petit à petit, se mobilisent pour le reste à charge, sachant, et ça fera le lien avec le propos précédent, que pour certains ménages, il y a 0 de reste à charge. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des situations économiques dites de précarité énergétique dont les conditions sont définies par l'ANA. Et il y en a beaucoup en France, malheureusement. Il y a un ménage sur 2, surtout en province. Et donc, certains ménages bénéficient de travaux gratuits parce que le montant des primes perçues compense le prix des travaux. Et ensuite, on arrive à qui va faire ces travaux. Donc, les travaux doivent être faits par des artisans qualifiés, qu'on appelle RGE, reconnus garants de l'environnement. Et moi, mon souci, c'est que nous en manquions un jour ou l'autre. L'année dernière, on s'est retrouvé dans une situation de pénurie de matériaux pour isoler les logements dans notre pays. Ben oui, c'est une réalité. Et ensuite, le dernier point, c'est quel matériel? Et on s'aperçoit que le matériel, effectivement, pendant longtemps, on n'a pas entendu parler de la dernière chaudière high-tech. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de mobilisation autour de ces nouveaux matériels. Et ensuite, on va chaîner, on va dire, j'ai fait des travaux, je veux optimiser, et donc là, je vais être aidé par des smart machin truc, donc le smart meter, le Linky pour l'électricité, le Gaspar pour le gaz, donc ils vont nous permettre de jouer ce rôle d'acteur. Et depuis quelques mois maintenant, vous êtes 4 millions en France à pouvoir produire avec vos toitures et à auto-consommer. Eh bien, vous savez quoi? Quand vous passez par ce cycle où vous renégociez votre contrat énergie, où vous faites des efforts en matière de sobriété, vous connaissez les gestes, où vous commencez à rénover en comprenant les tenants et les aboutissants de la rénovation, où on commence à avoir recours à des smart technologies et où éventuellement on peut aussi produire, autoconsommer, on est passé du statut d'usager à celui d'éco-consommateur-producteur. Et ça, c'est à la portée de tous. Et ça, c'est le nouveau paradigme éco-énergétique en France, avec beaucoup d'espoir, même si j'entends le propos à côté, il reste toujours à faire. Mais il y a beaucoup qui est fait, et pour moi, qui suis une fan de la psychologie positive, je pense que c'est extrêmement important, à un moment donné, de mesurer d'où on vient, où on est aujourd'hui, et jusqu'où on peut aller, ne serait-ce déjà qu'en utilisant ce qui existe, en le faisant mieux connaître et en donnant de la visibilité, parce que si j'ai un regret, c'est que souvent les politiques publiques sont un peu trop à court terme et les investissements que l'on génère, que ce soit en infrastructure ou en infrastructure technologique, informatique,
Malheureusement, on doit les penser à 3, 5, 8 ans. Et aujourd'hui, on est souvent à vivre en attendant la prochaine loi de finances. Merci. Voilà. Alors, Madame Maestrone, on va donner maintenant la parole à Gérard Felzer. Et puis, dans la deuxième partie d'échange avec le public, on pourra revenir sur ces questions-là. Alors, Gérard, je crois que vous avez prévu de faire une présentation par PowerPoint. Donc, vous allez rejoindre le pupitre. Et puis, ensuite, on écoutera Jean-Marie Bonnemère qui, lui, va intervenir plutôt sur un volet consommateur famille, donc ça donnera un éclairage un peu différent à ce qui a été présenté jusqu'à maintenant. Bon, je vais faire ça en moins de 10 minutes. Par rapport à Myriam, on a quand même des points communs. Hein. Je suis en rédemption également, puisque je suis ancien pilote de ligne. En 20 000 heures de vol, j'ai dépensé 160 millions de litres de pétrole à moi tout seul. C'est pas évident, donc voilà, je suis en rédemption également. Deux en rédemption. Oui. Et donc on a créé une association d'ailleurs qui s'appelle le Tri4You, dont le président qui est parti là, et c'est André-Jean Guérin. Quand vous voyagerez, vous achèterez un billet d'avion, on vous proposera de planter un arbre. L'objectif étant d'en planter à peu près 25 millions par an. Voilà, donc je vous ai fait une petite présentation. Je vais vous faire voyager parce que c'est ma spécialité. C'est plutôt l'énergie, mais l'énergie embarquée. Sachant que les transports, c'est 32% de l'énergie. Et puis, c'est à 98% des énergies non renouvelables. Donc, aujourd'hui, alors c'est pas la bonne présentation, mais ça fait rien. Les transports, ça reflète la société, hein, c'est 32% de consommation énergétique, comme je vous ai dit. On est aussi, quand on regarde la société, en 1800, on était 10% urbanisé. Aujourd'hui, on est 65 millions, donc 85% urbanisé. Ça veut dire quoi ? L'accès à l'eau, la nourriture et l'énergie au transport, pour tous, dépend de notre capacité à devenir frugaux, partager le bien commun, maîtriser le réchauffement, préserver l'environnement et maîtriser la démographie et son corollaire, l'urbanisation. Alors un tout petit rappel d'histoire, on avait dans le temps évidemment que le moyen de transport qui était pédestre ou humain. Aujourd'hui, il y a encore 1 milliard de personnes qui labourent à la main, surtout des femmes comme vous le voyez. Et puis ensuite, ça a évolué, on a inventé les routes romaines, notamment 40 000 km, les routes de première génération, on en est à la 5e aujourd'hui, les routes connectées, et puis les transports urbains se sont multipliés, notamment le vélo. On y revient au vélo, ce qui est pas plus mal parce que on associe l'économie à l'écologie. 50% des déplacements quotidiens sont inférieurs à 3 km et seuls 3% se font au vélo. Si on arrivait à 20% comme les Pays-Bas, on économiserait 5 milliards d'euros sur la santé et on éviterait l'obésité précoce, notamment des élèves. Et puis, le moteur à vapeur, le moteur à fioul et puis le moteur électrique, tout ça, ça a suivi. En 1898, 100 km/h, record du monde, la jamais contente. Et puis en 1914, je voulais en arriver là, c'est que 50% des taxis parisiens sont électriques. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 100 ans je sais pas trop. Et puis à partir de 1930, c'est tout pour la voiture. Alors on a dit les grandes séries populaires, la Volkswagen par exemple, 22 millions d'exemplaires. Alors c'est drôle parce que Peace and Love, retour à la nature avec une bagnole qui consomme 10 litres au 100, c'était pas évident, mais enfin, c'était pas l'époque. Et puis aujourd'hui, avant la solution, c'était la voiture, aujourd'hui c'est devenu le problème. 1,3 milliard de milliards de voitures dans le monde en 2015, 2 milliards en 2030. On fera peut-être de la voiture électrique, mais il n'empêche que on ne saura pas où les mettre. Donc, les embouteillages, ça coûte aussi quelques milliards. Alors, le XXe siècle, conquête de l'air et de l'espace, transport de masse, addiction à la voiture, urbanisation désordonnée. Demain, c'est l'industrie du numérique. Alors, je vais juste vous poser une question. Je vais faire comme Myriam. Qui n'a pas de smartphone ici ou de téléphone portable ? Il y en a un. Voilà, 2 peut-être. Voilà. Et ça a dit, 3, bravo. Steve Jobs, il y a 11 ans, a inventé le téléphone portable et ça a changé, c'est une vraie révolution, la révolution numérique. Ça permet quoi ? Ça permet de partager. On n'achète plus, on partage le service. Donc, je ne veux pas vous parler du Kärcher et puis du Blablacar, etc. On a également, grâce au numérique, autonomisé les voitures. On a également arrivé à des voitures autonomes sans chauffeur. Et puis en économie circulaire qui vient de plus en plus. Alors là, moi aussi, j'ai une petite société qui transforme des véhicules thermiques en électriques. Je m'intéresse particulièrement à ce que je consomme ou ce que je consommais en avion. C'est juste un petit exemple.
Vous mettez en route les moteurs, vous roulez sur ce qu'on appelle les taxiways et vous dépensez entre 500 et 1000 litres, voire 2000 litres pour l'A380 avant chaque décollage. Et le total du roulage des avions à Roissy, c'est 300 000 tonnes de CO2. C'est autant que le périphérique avec les voitures. Donc on a des choses à faire. Je suis en train de faire un tracteur électrique pour tracter les avions. Si on fait ça dans le monde, ça peut aider. Et puis le transport, l'énergie des voitures peuvent le restituer. C'est ce qui se fait beaucoup en Californie, dans les maisons. Ça devient un stockage d'énergie pour pouvoir alimenter vos maisons. Là, on a conçu un immeuble comme une ruche avec les abeilles qui sont les voitures. Ensuite, je vais parler un petit peu d'aviation. 3,7 milliards de passagers aériens, presque 4 milliards en 2018, plus de 10 milliards en 2050, 2 à 3% de gaz à effet de serre pour les plus optimistes. Qu'est-ce qu'il adviendra en 2050 ? On ne sait pas trop. On sait qu'aujourd'hui, l'avion électrique, il n'est pas pour demain. Et que c'est pas évident. Donc au XXe siècle, c'était plus vite, plus haut, plus loin. Au XXIe siècle, c'est être plus autonome. On va peut-être retourner au dirigeable. Et puis on est dans ce qu'on appelle le centre-ville à centre-ville, en passant par l'aérien. Ça, c'est l'EPFL de Lausanne qui vous fait embarquer dans des fuselages dans les gares. Et ce fuselage va s'accrocher sous un avion porteur. Ce sont des projets qui intègrent tous les moyens de transport. Les Chinois, eux, ont des bus aériens, c'est-à-dire que les voitures passent en dessous, ce qui n'est pas complètement idiot. Ils développent beaucoup aussi les téléphériques en ville, téléphériques urbains. C'est 4 fois moins cher que le tramway en exploitation et en investissement. Et puis, toujours dans les transports guidés, on a aujourd'hui, alors que les Français étaient les fondateurs de l'aérotrain, j'étais ingénieur à l'époque, j'ai pu essayer ça. En 70, on atteignait 500 km/h. Eh bien, il y a Tesla et Elon Musk qui fait l'hyperloop à 1100 km/h. Ça évite de couper les territoires surtout, et ça peut respecter un peu la biodiversité. C'est pas forcément une mauvaise idée. Et puis les bateaux du futur, on fabrique les déchets avec les déchets plastiques du biocarburant, si on peut appeler ça comme ça. Vous savez qu'on a 8 millions de tonnes par an de déchets plastiques dans les océans, ce qui est une véritable catastrophe sanitaire, puisque ça passe finalement via les planctons, les crevettes, les poissons dans nos assiettes, et que c'est pas du tout évident. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire, surtout que le transport maritime véhicule 98% de nos marchandises, et qu'il est responsable d'une bonne partie des gaz à effet de serre. Donc, avant tout ça, pour se poser les bonnes questions, et puis anticiper les investissements et comportements, les questions, c'est l'état du monde en 2050, c'est comment se déplacer, quel véhicule, quelle rupture techno, quels matériaux, quelle source d'énergie, évidemment, le rôle du numérique et de la robotique, les infrastructures, social et mobilité. Juste une petite parenthèse, on va perdre à peu près 5 millions d'emplois en Europe dans l'automobile, avec les voitures autonomes, avec les voitures électriques qui demandent beaucoup moins d'entretien. Il faut anticiper par rapport au social, les usages et comment innover. La première conclusion, c'est... Pour nous, ici et maintenant, la mobilité de demain, c'est notre qualité de vie. Quand on a réduit le nombre d'heures par semaine, on est passé aux 35 heures, mais qu'on l'a augmenté encore plus dans les transports parce qu'on habite de plus en plus loin, c'est pas forcément la solution. Alors c'est quoi ? On dit ceci n'est pas une gare, mais un lieu de commerce, de culture, de rencontre. C'est pas un vélo, mais un transport individuel. C'est pas un téléphone, mais la clé du véhicule que vous voulez partager. Et une chose est sûre, on veut plus perdre de temps dans les transports, on veut profiter de ce temps, on veut réduire notre bilan carbone, nous voulons des villes respirables, et pour ça, il faut qu'on ait une logique d'offre par les décideurs du transport, c'est-à-dire nous, par rapport à une logique de demande, c'est-à-dire nous, les voyageurs et les consommateurs. Donc la conclusion, il faut regarder aussi ailleurs. Ailleurs, ça veut dire que quand on regarde un peu et qu'on se dit que 85 humains les plus aisés concentrent autant de richesses que 3 milliards et demi des plus pauvres, ça pose question. 1,5 milliard de personnes sont en situation de pauvreté, pas accès à la santé, etc., mais pas d'accès à l'énergie. Et l'énergie, c'est quand même la vie. Chaque seconde dans le monde, les dépenses militaires représentent 50 000 €, soit plus de 4 milliards par jour. Et vous, comme nous, comme moi, on dépense 300 € par habitant de la planète. C'est une bombe à retardement. Donc, c'est des questions parallèles, certes, mais il faut bien se les poser. Alors, on arrête de piller les pays en voie de développement, les ressources, évidemment, ce qu'on a toujours fait.
l'huile de palme. On a vu dernièrement qu'on mettait de l'huile de palme et qu'on l'encourageait, ce qui me désole un tout petit peu. Arrêtons de les considérer comme les poubelles. On a chaque semaine un cargo entier qui part avec les déchets électroniques, notamment à Dakar, partageant les richesses. Ils disposent de l'énergie solaire, on en a abondamment parlé tout à l'heure. Nous, on a la techno, eh bien on a des passerelles certainement à faire. Je terminerai par Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il l'a pas dit comme ça, mais est-ce qu'on peut continuer à produire, consommer, polluer toujours plus? Est-ce que la culture du profit est soutenable? On est obsédé par le temps. Le temps, il est profitable pour les uns et pas profitable pour les autres, notamment les marchés financiers qui calculent à nanoseconde, c'est 1 milliard de secondes, les fortunes et les ruines des pays se font et se défont en un quart de seconde. Voilà, cette nouvelle technologie, eh bien, c'est pour le pire et le meilleur, évidemment. Il ne faut pas oublier que la 3e guerre mondiale sera peut-être numérique et écologique, évidemment. Et notre Terre, c'est un vaisseau spatial qui file à 28 000 km/h et on en est les équipages. Et on peut décider seul de notre avenir, de la biodiversité dans l'espèce humaine est un des éléments. Et puis, je terminerai par Einstein, que j'adore. Il a fait 3 citations. L'imagination est plus importante que le savoir. Surtout, pour changer la société, il faut changer les hommes, et pour changer les hommes, il faut leur donner envie. Et puis, 2 choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Et en ce qui concerne l'univers, j'en suis pas tout à fait sûr. Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Ça marche. Merci Gérard. Donc on va passer la parole à Jean-Marie Bonnemère. Vous représentez un organisme qui s'appelle le Conseil national des associations familiales et laïques et vous êtes impliqué dans beaucoup de projets, beaucoup de décisions et de lieux de concertation de la République sur ces questions-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout d'abord remercier le Grand Orient de l'organisation de ce colloque. C'est important. Et je souhaitais dire qu'aucun des sujets qui sont traités ou qui sont annoncés dans ce colloque ne nous est étranger. Ça, c'est le premier point. On existe depuis maintenant une 50aine d'années et nous sommes très polyvalents. C'est-à-dire que nous avons toute une série d'agréments, mais qui sont à la croisée des chemins sur les sujets qui sont évoqués au cours de cette journée. Bien sûr, agrément national consommation, et vous savez que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes nous oblige à tenir des cahiers des charges chaque année en termes de formation de nos bénévoles, mais aussi en termes d'action sur le terrain. Nous sommes également agréés usagers de la santé. Bien sûr, nous sommes sur le secteur de l'environnement. Et on sait bien les liens qu'il y a actuellement entre la question de l'environnement et la question de la santé. On pourra y revenir plus tard. Nous sommes agréés éducation nationale et mouvement d'éducation populaire. Éducation nationale, c'est important parce que si on veut changer aussi les comportements par rapport au désordre que nous connaissons, ça passe aussi par l'éducation et notamment l'éducation du jeune consommateur. Cela dit, bien évidemment, nous ne sommes pas non plus une organisation de professionnels. Nous avons simplement au siège national 2 juristes spécialisés sur l'ensemble des litiges et qui apportent un soutien aux bénévoles dans un certain nombre de départements. Il peut arriver aussi que des départements aient des juristes organisés. Notre maillage actuel, c'est une implantation sur un département sur 2 en gros, essentiellement d'ailleurs dans le Midi qui sont traditionnellement des terres laïques, et nos adhérents arrivent en général parce qu'ils étaient militants de la Fédération des parents d'élèves, FCPE. C'est important parce que c'est là que nous faisons la jointure entre éducation, bien sûr, famille et les problèmes qui nous préoccupent. Nous avons également la particularité d'être agréés depuis une 50aine d'années par l'Union nationale des associations familiales. Important pourquoi ? Parce que c'est une institution de la République. Aucun projet de loi ne peut être discuté sans avoir consulté l'UNAF. En quoi, par exemple, dans quel projet de loi vous avez été consulté récemment ?
l'ensemble des projets de loi qui sortent, quels qu'ils soient, il y a une obligation des pouvoirs publics de nous consulter, comme ça se décline également au niveau départemental. Et sur les questions de transition énergétique, par exemple, vous avez donc été consulté? Tout à fait, et nous siégeons également, par exemple, au Conseil national de l'alimentation, au Conseil national de la consommation. Nous sommes en lien étroit avec l'Institut national de la consommation, et nous avons également la possibilité, parce que le CNC, c'est le Parlement, en gros, de la consommation, où on retrouve la plupart des organisations qui sont agréées. Et lorsqu'on constate sur le terrain des sujets qui émergent, on peut demander non seulement qu'ils soient discutés au sein du Conseil national de la consommation, où il y a les représentants de l'État, et en particulier de la GCRF, mais aussi aller au-delà. C'est ainsi que, par exemple, récemment, on a saisi le ministre Le Maire à propos de données qui nous remontaient sur un certain nombre de départements sur la pollution par les ondes électromagnétiques. Parce que dans nos permanences, il y a des personnes qui sont venues en nous disant voilà ce qui se passe dans mon logement, voilà notamment par rapport au compteur liquide ce que je ressens, et je ne peux plus vivre correctement à l'intérieur de mon domicile parce que ces ondes occasionnent des troubles. Et on a eu bien évidemment plusieurs exemples répartis sur le territoire qui nous ont d'abord d'une part obligés en interne à vérifier quelque part la nature des ressentis et des faits, mais bien évidemment là on est dépassé, je dirais, scientifiquement par rapport à ce constat. C'est la raison pour laquelle on a saisi effectivement le ministère en lui donnant un certain nombre de constats, et il a accepté à partir de là de créer une commission nationale en lien avec le CNC qui puisse étudier ce phénomène. Est-ce que vous avez l'impression que vos avis sont suffisamment pris en compte? Alors, bien évidemment, tout dépend des sujets évoqués. Hein, et tout dépend, je dirais, des secteurs sur lesquels on est. Mais on a un atout par rapport à d'autres organisations, c'est que l'UNAF également se décline dans les départements, dans les communes, et nous siégeons dans un certain nombre d'organismes où obligatoirement dans le conseil d'administration, il y a un représentant familial. On parlait tout à l'heure de logement, mais par exemple on siège dans la quasi-totalité des OPAC où il y a un représentant familial qui peut être attentif effectivement, par exemple, sur les appels d'offres et sur les cahiers des charges, et par rapport à la transition énergétique ou par rapport à la rénovation des logements, bien sûr que ça compte beaucoup, mais il y a d'autres lieux où on peut promouvoir la totalité de nos idées. Par exemple, sur l'INAO, on a un viticulteur de l'Aude qui fait du vin biologique, et que l'on a tenu à faire monter au conseil d'administration de l'INAO pour qu'il amène effectivement un autre point de vue. C'est-à-dire que c'est tout ce travail, je dirais, de mise en réseau, de collecte de données à partir du terrain, parce que ça nous paraît important, et de pouvoir le faire remonter sur un certain nombre de lieux où se prennent des décisions, qu'elles soient locales, départementales, régionales ou nationales. Tout à l'heure, en fin de parcours, la question du politique a été évoquée, et je crois que c'est important, parce que là, on est effectivement au nœud où, je dirais, usagers et d'une certaine manière décideurs se rencontrent. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, parce que bien évidemment, l'inertie est grande, on sait qu'il y a des budgets contraints, et faire évoluer un certain nombre de postures, voire même certains élus qui sont dans le déni, c'est pas toujours évident, et c'est la raison pour laquelle, bien évidemment, on a besoin, je dirais, du monde associatif, parce que, à certains moments, les élus, qui, malgré ce que peuvent dire certains, raisonnent toujours par clientélisme, ne sont sensibles, bien évidemment, qu'à la pression qui est exercée par les citoyens sur le terrain. Par rapport à ce que vous disiez, et l'exemple que vous citiez justement, on a donc d'un côté les décideurs, on va dire, politiques. Vous qui êtes du côté des usagers, même s'il y a d'autres associations, mais vous en faites partie, il y a aussi d'autres intérêts qui sont par exemple des intérêts économiques. On parle de lobby, mais il n'y a pas forcément besoin que ce soit des lobbies. Quelle force vous avez, vous, pour faire avancer votre point de vue? Alors, la revendication, par exemple, on a parlé de transport tout à l'heure.
la question des sociétés d'autoroutes. Quand elles ont été confrontées au stationnement sauvage lié au covoiturage, c'est très bien, la plupart ont mis en place des aires pour le stationnement de covoiturage. Et on ne le souligne jamais assez, mais notre association le fait, les gens ne se déplacent pas en voiture par plaisir au jour d'aujourd'hui. C'est parce qu'il faut aller chercher le travail toujours de plus en plus loin. Et vous voyez la difficulté quand il y a des couples mixtes qui travaillent, que l'un est d'un côté, l'autre est de l'autre. Je tiens à le souligner, pourquoi ? Parce que quand vous avez fait 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures de route chaque jour, que vous avez des enfants en bas âge, il ne faut pas compter sur ces tranches d'âge pour les avoir comme militants dans les associations. Et là, on a un sérieux problème, parce qu'effectivement, c'est de plus en plus les jeunes retraités qui viennent donner des heures bénévolement dans nos associations. Phénomène donc à bien étudier. J'ai constaté, je ne citerai pas le nom de la société d'autoroute qui gère cette affaire-là, confronté effectivement à un covoiturage massif sur certaines aires, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Au bout de 3 jours de covoiturage, obligation de payer. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans le paradoxe, et ça notre association va le dénoncer, que indirectement, d'une certaine manière, on va taxer le covoiturage qui fait précisément économiser de l'énergie et du transport. Voilà. Parce qu'il est dans une contradiction. L'intérêt de la société d'autoroute, c'est bien qu'il y ait 4 voitures à la place d'une. Oui, bien sûr. Mais pour nous, notre intérêt, c'est qu'elle roule le moins possible si on raisonne en termes d'économie d'énergie, en termes, je dirais, de moins de population, et ainsi de suite. Mais je pourrais prendre d'autres exemples de ce type. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'en même temps, on est des capteurs sociaux dans l'émergence des nouveaux problèmes. Il y a eu, pendant la campagne des présidentielles, un candidat qui s'est emparé de la question des perturbateurs endocriniens. Notre association, et celle qui l'a portée, c'est celle du département du 42, et notamment des militants de Saint-Étienne, qui depuis 7 ou 8 ans étaient sur cette question-là. Il se trouve que le directeur de campagne du candidat en question est un député, effectivement, de cette localité, qui était habitué à aller voir nos militants dans les stands en disant « Attention, les perturbateurs endocriniens, faut agir là-dessus ». Et donc, effectivement, il y a eu cette résonance avec tous les aspects de récupération qu'il peut y avoir d'une thématique, mais c'est quand même, effectivement, les militants de terrain qui ont porté cette question-là, qui essayent là-dessus aussi de modifier le comportement des personnes, parce que la question de fond, c'est quoi ? C'est bien sûr, il y a les grandes politiques, les incitations que l'État ou les élus locaux peuvent donner, y compris, je dirais, en mettant de temps en temps des primes, notamment dans le logement, mais il y a d'autres secteurs. Mais rien n'empêchera également la prise de conscience et bien sûr la modification des comportements. Et la modification des comportements, elle se réalise surtout en famille. Et bien sûr, notre association, du fait de son caractère familial, c'est important parce que bien sûr, il y a l'économie propre au ménage, et dans un contexte, je dirais, de vache maigre, tout le monde a intérêt à faire attention dans son budget, mais il y a aussi l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, elle commence à l'intérieur du domicile, à l'intérieur de la maison, par pratiquer effectivement l'économie d'énergie, on parlait tout à l'heure de l'électricité, mais c'est bien évidemment éteindre les pièces lorsqu'on en sort, et ainsi de suite. Ça nous oblige aussi à être en rupture quelque part avec, je dirais, une idéologie qui a été assez partagée ces 30 ou 40 dernières années, qui était un peu la société de l'abondance des biens. Et ça, c'est important de lutter effectivement contre cette tendance, parce que c'est toujours encore présent, et la prise de conscience sur le terrain n'est pas, je dirais, totalement réalisée, ce qui veut dire la lutte aussi contre le gaspillage, et notre association est à la pointe là-dessus. Le recyclage, bien évidemment,
lorsqu'on le peut, pratiquer du compost chez soi, c'est de plus en plus également possible. Et j'ai envie de dire que, indépendamment des macro-politiques, c'est aussi à cette petite échelle que l'on peut agir, mais aussi que l'on peut défendre certains principes. Alors on va rentrer un peu plus dans la discussion qui est la nôtre à travers ce colloque où on cherche à comprendre en quoi ces transformations liées à l'énergie, mais plus largement aux transformations de société, même si notre thème c'est l'énergie, en quoi c'est en train de transformer la société. À travers vos interventions, on a parlé d'entreprise, on a parlé de pouvoir public, on a parlé de politique. Là, on est plus du côté consommateur. Et il y a d'ailleurs ce paradoxe, c'est que beaucoup d'associations se sont montées comme associations de consommateurs avec une idéologie très consumériste. Et aujourd'hui, ils sont bien en train de la remettre en cause. La question qui peut se poser, c'est, à travers ce que nous a présenté Gérard Felzer, on voyait aussi qu'on cherche à dessiner un avenir et à le penser, à l'imaginer, à le rêver. Qu'est-ce qui est en train de bouger dans cette société? Et qui est-ce qui fait bouger? Est-ce que ce changement, il vient des politiques? Est-ce que c'est eux qui sont l'élément moteur? Est-ce que c'est les citoyens? Est-ce que c'est les entreprises? De la place où vous êtes, qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, le changement, il vient des citoyens. Les entreprises sont peuplées de citoyens. Et également, donc à l'intérieur des entreprises, les choses changent également. Donc, Madame Maestroni pourra tout à fait en témoigner. Beaucoup de choses. Il y a même des incubateurs, en gros, à l'intérieur des grandes entreprises aujourd'hui qui libèrent de l'espace sur de la créativité de leurs salariés pour développer, porter et financer même le développement de leurs propres propositions et qui concourent à la transition énergétique. En réalité, c'est vrai qu'il manque encore beaucoup d'une pression collective constante et permanente pour exiger à tous les niveaux plus d'orientation des politiques publiques vers la transition énergétique. Vous voulez dire une pression des citoyens sur les politiques? Oui, tout à fait. Bon, on est dans un système démocratique où on exerce notre pouvoir régulièrement à travers le vote. Et qu'effectivement, normalement, dans cet exercice, on doit choisir parmi plusieurs orientations programmatiques, et que actuellement, dans ce domaine, l'offre sur le plan de la convergence économique, sociale, sanitaire, environnementale, elle est insuffisante en réalité, elle n'est pas lisible. On a tendance à trop éclater les politiques et pas assez les rassembler. Et aujourd'hui, il faut pouvoir, par son action, par l'action des citoyens, des entreprises, des associations qui sont les aiguillons. Historiquement, c'est vrai que les associations, par exemple le CLER, le Réseau pour la transition énergétique, existe depuis 30 ans. C'est l'association à laquelle j'appartiens. Il a toujours eu ce positionnement d'aiguillon. Aiguillon propositionnel. Alors, avec un militantisme professionnel. On va dire que c'est des gens qui sont des activistes, mais chaque jour, qui sont des responsables d'entreprise, des conseillers. Donc, l'idée, c'est de montrer par l'exemple que les choses sont possibles. Et en faisant masse, et donc en faisant adhérer à ces solutions qui sont des solutions immédiatement opérationnelles, qui évidemment répondent à un certain nombre d'exigences qui correspondent en tout cas aux objectifs globaux qu'on cherche à atteindre, qui nécessitent d'être largement massifiés encore, c'est un terme sur lequel on pourra rebondir, montre par l'exemple et suscite l'adhésion que le changement est possible. Reste qu'il y a un plafond de verre qui nous reste à passer, qui est comment, au niveau des derniers leviers ou des plus hauts leviers décisionnels, on fait franchir le pas, on fait prendre le risque, ce qui est une démarche entrepreneuriale, du passage à l'action de masse concrète avec les investissements qu'il faut, suffisants, qui correspondent à l'exigence populaire démocratique, qui est nécessaire pour aller vers un monde meilleur, plus sain, plus vivable, ou tout du moins d'en ralentir la dégradation. Et ça, effectivement, c'est bien le rôle des citoyens organisés, que ce soit dans les associations, dans les entreprises, dans les think tanks, qui doivent faire leur travail d'éducation populaire pour arriver à les uns et les autres, Myriam Maestroni. En fait, je pense que ce qui caractérise le nouveau monde, c'est précisément cette intelligence collective et c'est l'esprit de développement durable des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et au fait, aujourd'hui, on voit que tout le monde est mobilisé.
l'État, les acteurs publics en général, les collectivités, les élus, les entreprises, les grandes, les petites, les moyennes, les start-up, les chercheurs, les enseignants. Donc on a les étudiants, on a tout ça. Et je dirais qu'on on est peut-être dans un pays où on met un peu de temps à se mettre en route. Par exemple, quand on me parle du dispositif certificat d'économie énergétique ou de la loi POP, dans le programme d'orientation des politiques énergétiques en 2006, et on me parle des DPE, on me dit c'est nouveau. Moi je veux bien, hein, mais au bout de 12 ans, est-ce qu'on continue à dire c'est nouveau ou est-ce que, voilà, le smartphone, on ne me dit pas c'est nouveau. Bon, voyez, donc on a un temps qui change. Parce que moi, quand j'ai démarré en 2003, me posant des questions sur l'environnement, on parlait de 2050, 2100. Or, on n'a plus de temps. Et malheureusement, on a un choc entre la capacité à avoir un changement collectif et où chaque individu amène sa part par rapport à cette urgence-là. Donc ça, c'est un vrai facteur. En même temps, grâce à Dieu, on a le digital, qui est un puissant accélérateur. Vous voulez dire les plateformes, Steve Jobs. Imaginez-vous, le digital, ça veut dire en clair avoir accès à n'importe quelle information, où que l'on soit, et à n'importe quel moment. C'est quand même un des outils pour faire face à ce challenge. Le rôle des politiques par rapport à ça, c'est quoi pour vous? Alors, il y a une articulation qui n'est pas tout le temps la plus facile à trouver entre le privé, la politique publique et le privé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a deux rôles majeurs. Le premier, c'est vraiment d'accélérer, de sensibiliser, d'informer, parce que le jour où on sera sur les sujets qui nous intéressent, au même niveau d'inconscient collectif que ce que je vous disais tout à l'heure, en France, on n'a pas de pétrole, on a des idées, mais voilà, on doit faire ça, ça et ça, on n'y est pas aujourd'hui. Donc il y a des campagnes d'information sur lesquels l'État doit se positionner ou trouver des moyens pour que les acteurs se positionnent, puisqu'aujourd'hui on a des acteurs privés qui le font, et donner de la visibilité. Parce qu'on ne peut pas faire face aux grands changements de société en se demandant ce qui va se passer dans un an. Alors on a commencé, puisque par exemple avec les certificats d'économie énergie, on a des dispositifs triennaux. Mais 2020 finalement c'est demain. Et quand on est en train de discuter d'une PPE à 2028, moi, j'espère qu'on va pouvoir discuter des mécanismes actuels au moins jusqu'à 2028. Bon, donc ça, c'est un vrai sujet. Après, je pense qu'il y a, quand les acteurs sont embarqués, aujourd'hui, on a embarqué plein de gens. On a embarqué les énergéticiens parce que le principe du pollueur-payeur, et je vous ai raconté ce qu'ils devaient faire, ils étaient obligés d'aider leurs clients à consommer moins, et sinon ils sont sanctionnés de ne pas le faire. On a embarqué la grande distribution, puisqu'en fait, par hasard, il se trouve que dans notre pays, la grande distribution a 63% de marché dans la vente des carburants. Donc on leur a dit, débrouillez-vous, hein, vous vendez des carburants. Alors ils disaient, mais attendez, moi je vends des eaux, comment je vais faire pour sensibiliser les gens à consommer moins? Ils ont trouvé, moi mon premier client est Auchan, on a fait 100 000 travaux avec eux, de rénovation. Il y a la grande distribution bricolage, Castorama, Leroy Merlin, etc. Bon, ça c'était de nom. On a les banques. Je vous ai parlé de BNP, de la Banque Postale. Donc, tous ces gens ont été embarqués. Les assureurs arrivent. Et il y a un truc qui, moi, me laisse absolument fasciné, c'est que, par exemple, les agents immobiliers sont complètement en dehors de l'histoire. Or, c'est quand même eux les premiers obligés d'afficher les DPE sur leur vitrine. Ils font rien. Alors, quand les pouvoirs publics, tout ça c'est un exemple pour dire, les pouvoirs publics à un moment donné doivent s'assurer que tout le monde est parti dans l'action et ceux qui ne sont pas, leur faire peut-être un petit coup de réveil, le réveil sonne, il faut se réveiller, quoi. Parce qu'on ne peut plus imaginer d'aller dans une agence immobilière, avoir le petit papier qui a coûté je ne sais combien de DPE, qui est obligatoire, les différentes lois l'ont rendu obligatoire, et puis point. Je pense que la moindre des choses serait de dire, et sachez que vous pouvez faire des travaux et ça doit se passer comme ça, par exemple. Alors, on va, compte tenu de l'heure, regarder s'il y a des questions dans la salle, sachant que, ou des interventions bien sûr, sachant que parmi les interventions qui ont été proposées ici, il y a toutes les questions que ça soulève sur ce qu'on vient de voir, le rôle des politiques. Il y a aussi la question qui a été soulevée sur les nouvelles solidarités à travers la planète, par exemple, et les nouveaux rôles de chacun, et sur la vitesse à laquelle ce changement s'opère, et sur les encadrements qui sont nécessaires. Ça marche ? Je voulais surtout apporter mon témoignage sur ce qui est possible de faire juste au niveau individuel en matière d'économie d'énergie. Oui. J'habite dans un appartement
en ville, en proche banlieue, qui est un appartement qui est chauffé individuellement avec une chaudière à gaz, qui produit également la cuisson est faite au gaz et l'eau chaude est également produite par le gaz. Il y a quelques années, j'ai entrepris d'essayer de moins gaspiller, donc en faisant des gestes simples, par exemple d'éteindre la veilleuse de la chaudière l'été, quand on se sert plus quand on a fini les douches. Il faut savoir qu'une veilleuse consomme dans une journée l'équivalent de 3 douches. Donc si vous l'éteignez, comme on est 2 dans l'appartement, on baissait de plus de la moitié pendant la période estivale notre consommation de gaz. Pendant l'hiver, on éteignait la chaudière quand on partait le matin et puis on la rallumait quand on rentrait le soir. Et petit à petit, d'ailleurs, on est allé plus loin, en fait, avec mon épouse, on ne l'allume plus que quand on en ressent le besoin. Donc on a absolument... Je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire des interventions courtes parce qu'il faut qu'on respecte l'horaire. J'ai fini. On a fait 0 investissement. On a baissé notre consommation. Je n'en revenais pas moi-même. J'ai recommencé plusieurs fois mes calculs de plus de 50%. Avec 0 € d'investissement, juste en fait la nécessité d'y penser tous les jours qui nous est venue progressivement. Voilà. En électricité, on a fait à peu près le même raisonnement et on a encore de la marge pour le même résultat. Merci. C'est la question des petits gestes qui revient souvent dans les questions liées à l'énergie. Alors en attendant qu'on passe le micro, par rapport à la douche, je vous invite chez moi, j'ai fait une douche à circuit parce que j'aime bien être sous l'eau chaude. Et on est beaucoup comme ça. Donc je tourne un robinet et puis c'est l'eau qui est recyclée et qui revient en boucle. Donc je trouve ça pas mal. Des petites inventions, concours Lépine. On a une autre question qui arrive ? Oui. Oui, madame, allez-y. Oui, j'écoute toutes vos interventions et je constate que les comportements humains évoluent. Mais tous n'évoluent pas autant qu'on pourrait le penser. Récemment, j'ai regardé à la télévision une émission concernant des comportements humains qui ne sont pas du tout adaptés, comme les dépôts, les décharges sauvages. Ça veut dire que, en fait, oui, on fait peut-être des économies sur certains produits, mais nous sommes sensibilisés par la politique de consommation, par les médias. Tentés, nous achetons et après nous jetons. Et donc, que ce soit des entreprises ou que ce soit des personnes individuelles, j'étais vraiment très surprise qu'il existe dans notre pays, parce que nous avons des charges publiques où chacun doit payer, qu'il existe encore, et de façon monstrueuse, des décharges sauvages. Voilà. Peut-être dire un mot là-dessus. Je pense que l'éducation, vous en avez parlé, monsieur, malheureusement, on ne parle plus de formation, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on sait. La preuve, monsieur, personne ne lui expliquait. Mais en fait, en matière de développement personnel, si c'était aussi simple, combien parmi vous sont mis en colère dans cet amphithéâtre ? Tout le monde. Combien ont recommencé en ayant regretté ? Tout le monde. Donc il y a un facteur de sensibilisation répétée. Et les anglo-saxons disent « repetition is a mother skill ». Voilà. Et à un moment donné, moi je suis beaucoup pour la sensibilisation parce que j'aime pas les sanctions, mais on a un permis A jusqu'au jour où il y a des sanctions. Vous allez à Singapour, vous crachez dans la rue, c'est $100. La fois d'après, personne crache. Voilà, bon. Appuyez sur le bouton. Surtout des artisans et des entrepreneurs, alors qu'effectivement la loi est très claire, ils doivent aller dans des déchetteries spécialisées pour ces détritus qui contrevenaient à la loi. Ce qui veut dire qu'à partir de là, il y a un problème de police.
Et quand je vois que sur le prochain budget, on va continuer à supprimer les inspecteurs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes, je me fais du souci, parce que là-dessus, on envisage finalement de donner ça à des sociétés privées qui seraient spécialisées, un peu comme on l'a rodé en région parisienne, où les sociétés spécialisées sont chargées de dresser les procès-verbaux pour stationnement pour excès de vitesse. Là, en l'occurrence, on envisage de le donner à des sociétés privées. Ce qui veut dire que là-dessus, les responsables, effectivement, sont ceux qui sont chargés de la police au niveau de la réglementation sur ce type de comportement. Ce qui pose bien une question par rapport aux politiques publiques, c'est que les thèmes liés à l'environnement, on peut dire qu'ils sont nouveaux. Non, ils ne sont pas nouveaux, mais ils sont en tout cas pas pris en compte suffisamment. Si vous attaquez une banque, il y a des chances que vous alliez en prison. Si vous lâchez des choses dans une décharge sauvage, il y a le plus de chances qu'il vous arrive rien du tout. Et donc, c'est la question de la loi et c'est la question aussi de la prise en compte de ces enjeux-là comme étant des enjeux majeurs. Les sanctions, d'ailleurs, que risquent ces gens-là, c'est à peu près rien. C'est pas du tout considéré comme un crime contre l'environnement, alors qu'on empoisonne des sols. Oui, je voulais intervenir sur un autre point qui n'a pas été abordé, me semble-t-il, ou très superficiellement, c'est celui des transports maritimes. On sait que c'est une catastrophe écologique, que ces bateaux polluent tout autant que possible d'une façon insupportable et qu'on les laisse faire parce que c'est l'économie, qu'on ne peut rien faire. Et là, je pense qu'il y a un chantier, je ne sais plus, mais si je ne me suis pas trompé, mais c'est 30% de la population, de la pollution, me semble-t-il, qui passe par ces bateaux. C'est quelque chose d'énorme, d'incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu le trafic de ces bateaux qui passent un peu partout. Et ce qui est plus grave, c'est que ces bateaux qui étaient juste pour le transport des marchandises sont devenus des monstres pour le transport des personnes, pour le tourisme. Des bateaux qui polluent même leurs passagers, on le sait, les passagers sont tous pollués, qui démolissent les bords de mer quand ils vont à Venise ou des choses comme ça qui sont absolument pas normales. Et la troisième chose aussi, là on a débouche sur le tourisme de masse. Et l'on sait que les avions polluent énormément, les avions, leur essence est détaxée, et donc c'est aussi une source de pollution énorme. Et donc, ne faut-il pas réfléchir, là, dans ce deuxième volet, sur le tourisme de masse, qui est une catastrophe pour notre planète. J'ai dit. À la fois, on a les deux choses. On a à la fois les comportements individuels, mais là, la question est probablement plus pour Gérard, sur à la fois cette question du transport maritime, est-ce qu'il y a des moyens de réguler ça? Et puis, sur le tourisme de masse, il en a parlé un petit peu dans son intervention, mais est-ce qu'on doit continuer de le développer, par exemple? Pour répondre rapidement à ça, j'étais président du Conseil régional du tourisme Île-de-France, c'est la première destination mondiale. Ça pose problème en effet. Alors sur le transport maritime, c'est de loin les plus polluants parce que la quantité de marchandises fait que. Et c'est surtout aussi qu'on emploie du fioul lourd et que ça émet du soufre et qu'on estime à 80 000 personnes qui sont mortes prématurément à cause du soufre. Et effectivement, les bateaux de croisière qui contiennent 10 000 personnes, à peu près 7 000 passagers et 3 000 personnels, quand ils arrivent dans un port, Marseille par exemple, et s'il y a un vent du sud, eh bien ça intoxique la ville. On n'a pas de groupe pour brancher un bateau, les turbines, elles usinent sans arrêt pour pouvoir simplement faire vivre une ville entière. Donc il y a un vrai problème de ce côté-là. Il y a un architecte en France qui s'appelle Van Peteghem, qui est extraordinaire, qui a gagné les Coupes de l'América par ses concepteurs et ses conceptions. Il a inventé des voiles d'avion très efficace qu'il adapte sur des cargos et ça fait économiser énormément. Il pense, lui, qu'en 2030, si on a la volonté politique et financière, pouvoir décarboner l'essentiel du transport maritime. Donc je reste assez optimiste là-dessus. J'en profite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a parlé de pression citoyen. Moi, je crois que le vote, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, c'est un moyen, certainement, mais il y a d'autres pressions. Et des pressions qui touchent au porte-monnaie, là où ça fait mal, c'est-à-dire les consommateurs. En Californie, il y a des associations qui privilégient des produits et des entreprises vertueuses par rapport à d'autres. C'est eux qui ont été, souvenez-vous de Nike, qui faisait construire les ballons de foot et les chaussures
par des populations qui gagnaient moins d'$1 par jour. Ils ont dégringolé parce qu'il y avait un boycott de leurs produits. Ils ont dégringolé de 25% à la bourse. Ça a été radical. Et moi, je pense, je reprends la phrase de Stéphane Hessel sur « Indignez-vous », eh bien, mobilisons-nous. Je pense qu'on a un moyen d'attaquer au portefeuille par le biais de nos consommations. Merci. Si je peux me permettre, je voulais juste rebondir un tout petit peu sur l'ensemble des réactions, et notamment la vôtre, Monsieur Grandonnière, pour le redire différemment. C'est-à-dire que l'impact individuel des gestes que l'on peut réaliser, que ce soit pour des économies financières, donc sur le plan des budgets familiaux notamment, très, très important pour les ménages en précarité énergétique, ou l'ensemble des petites solutions qui pourraient être mises en train, de manière dispersée, n'arriveront pas à répondre aux enjeux qui se proposent à nous pour essayer de réduire en gros les effets du changement climatique ou tous les autres effets corrélatifs sur le plan de la santé ou sur le plan de l'économie. Pour ça, pour encadrer ces gestes, pour les guider, pour les augmenter, on a quand même une nécessité de cadre réglementaire. Donc je sais que ça va complètement contre les évolutions politiques actuelles, mais il y a quand même une nécessité de reposer un certain nombre de cadres réglementaires qui visent à fixer en gros ce qu'on décide collectivement et qui doit nous permettre d'arriver d'atteindre ces objectifs. Et ces cadres réglementaires, lorsqu'ils sont fixés par les politiques, donc notamment les plus hautes instances politiques qui les décident, et dont j'ai parlé des difficultés d'accès ou en tout cas d'influence, pour que la décision elle tombe de notre côté, du côté de l'intérêt général, elles doivent être suivies par des dispositifs de sanctions, de contrôle, des agents qui sont chargés de vérifier. Et c'est comme ça, et seulement à ces conditions-là, qu'on aura une réduction des comportements qui sont soit néfastes pour l'environnement, soit néfastes pour le bien-être et la vie collective, soit tout simplement des personnes qui vont de toute façon profiter des failles réglementaires, puisque les lois sont faites pour être contournées, n'est-ce pas? Et que souvent ceux qui les font sont bien conscients des procédés qu'il faut pour pouvoir les contourner en toute impunité. Et donc c'est à cette condition-là qu'on arrivera à accomplir collectivement tout le chemin, tout le gap, l'énorme gap qui nous sépare du point de départ, du point où on est aujourd'hui, pour nous mettre sur une trajectoire qui nous permettra de réconcilier tout ce qui est les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique, progrès social, inclusivité, lutte contre les inégalités, et tout ça formant un tout qui peut tout à fait prendre une cohérence si nous le décidons. Et pour juste revenir sur ce que M. Felser dit, moi je ne me positionnerai pas par rapport au vote. Je sais par contre que c'est un moyen qui est à notre disposition et que je vous propose d'exercer si l'offre vous correspond ou de dessiner l'offre qui vous correspond. Alors, une dernière question, parce que je n'ai pas pu la poser allez-y. tout à l'heure. Elle ne va pas révolutionner la salle, j'en suis persuadée. Mais je voulais remercier Gérard Felser parce qu'il nous a donné un tableau très clair et il nous a donné des raisons d'espérer parce que c'est un pessimiste optimiste. Et ne pensez-vous pas que nous allons avoir des découvertes technologiques qui vont peut-être transformer le cadre juridique et le cadre urbain de nos vies, et en particulier, puisque nous avons d'éminents spécialistes des énergies. On a eu l'occasion d'interviewer M. Marc Fontcave au Collège de France sur la photosynthèse. Alors imaginez que ça marche. Et alors je voudrais poser une question à la salle, parce que faut toujours pas dire c'est la faute à l'autre, hein, non. Est-ce que parmi vous, y a-t-il des gens qui prennent l'avion pour le plaisir? Eh bien, je pense que tout le monde. Donc, regardons à notre porte et posons-nous, nous aussi, les questions. On ne va pas se passer de certaines choses et on ne s'en passe pas, même si on ne le dit pas. Monsieur Felser, bien, merci, bravo. Merci. Ouais. On a encore, attendez, on a encore Oui. peut-être, on va prendre, s'il y a une dernière intervention, on va la prendre et puis on conclura après. Oui, monsieur, là-bas. Merci beaucoup. Le Grand Orient de France, fin du 19e siècle, début du 20e, courant du 20e, s'était approprié la question sociale. La question sociale, elle reste d'actualité.
s'ajoute aujourd'hui la question du développement durable. Mais ne soyons pas des bisounours. Nous ne résolverons ce problème-là que si nous créons un rapport de force. La lutte de classe, elle continue. On a des initiatives personnelles, mais sans organisation, nous ne ferons rien changer. J'en suis persuadé. Vous parliez tout à l'heure d'autoroutes qui, confrontées à Blablacar ou au partage, décideraient de faire payer les voitures qui sont à l'arrêt. Ici, elles ne recherchent pas le bien public, elles recherchent le profit. Or, je crains, moi, que les différentes politiques actuelles conduites n'ont pas pour objet la recherche du bien public, mais celui de l'accumulation du pognon. Merci. Le pauvre, il n'est pas préoccupé par les conditions de l'environnement. Il est préoccupé par les conditions de sa survie. L'environnement est porté essentiellement par, pardonnez-moi de le terme, mais les bobos. Ils ne se déplacent pas en grosse voiture pendant la semaine, ils se déplacent en vélo. Mais quand ils se déplacent en vélo, ils ne respectent pas les feux rouges et ils roulent sur les trottoirs. Je vous laisse méditer cela. Merci. Comme on arrive à la fin, bien sûr qu'on ne pourra pas tout traiter. On a ouvert un certain nombre de portes. Moi, je ne ressors pas de ce que j'ai entendu là avec un esprit pessimiste du tout. Au contraire, j'ai entendu beaucoup de gens qui sont impliqués dans des projets qui sont des projets de transformation, manifestement de fond. Ce qu'on a un petit peu de mal à voir, mais il n'est pas sûr qu'on y arriverait. Est-ce que ça reste marginal? Est-ce que c'est une lame de fond? Ça ressemble à une lame de fond, elle n'est pas encore majoritaire, mais il y a quand même suffisamment d'acteurs qui sont impliqués un peu partout pour qu'on se dise on n'est pas dans la marginalité, on n'est pas dans l'invention d'un petit monde à part, on est dans une transformation de fond probablement. Ça pose un certain nombre de questions. Par exemple, bien sûr, le rôle des politiques. Ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est, en tout cas en France, les politiques, manifestement, ne sont pas ceux qui impulsent ce changement. Il ne vient pas d'eux. Il vient des citoyens, il vient des entreprises, il vient des associations, il ne vient pas des politiques. Et ce qui est attendu d'eux, semble-t-il, ce n'est pas tellement ça. C'est plutôt de créer des conditions et un cadre réglementaire. Et ce que j'ai beaucoup entendu, c'est quelque chose qui soit cohérent et durable pour pouvoir construire des projets. Ce qu'on a entendu aussi, c'est ça tient beaucoup aux citoyens, à la prise de conscience, aux transformations de nos modes de vie, à l'éducation et au rôle qu'on veut tenir par rapport à ça. Et on a vu aussi, même si on n'a pas pu pousser beaucoup plus loin cette thématique, que ça met en cause des questions qui sont la notion de solidarité à travers la planète, mais probablement aussi à travers les territoires, et à travers les villes, les territoires ruraux, les petites villes, les grandes villes. On ne l'a pas exploré, mais on sent bien qu'il s'agit de ça. Quand on parle par exemple de rénovation des bâtiments et qu'on dit il y a des gens qui sont en grande précarité, s'il n'y a pas des aides, ils ne pourront pas le faire. Il y a des gens qui ont les moyens, ils se débrouilleront. Et puis il y a des classes intermédiaires pour lesquelles ça va être compliqué parce que c'est à la fois trop cher et en même temps ils ne sont pas forcément éligibles à toutes les aides. Donc ça pose ces questions qui ne sont pas du tout tranchées. Et puis il y a une dernière question qui est arrivée très tard qu'on n'a pas pu trancher du tout, même pas explorer, mais qui est certainement majeure. C'est la question qu'est-ce que c'est le bien public? C'est une question qui est posée aux politiques, aux décideurs, mais qui est posée à chaque citoyen et manifestement à travers des débats comme celui-ci sur la transition énergétique et sur l'humanisme, il est bien question de remettre en cause cette notion-là. Merci à tous pour votre participation.